Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Magdalena Hrozinkova. Le chef d'orchestre français Emmanuel Viaume est originaire de Strasbourg, directeur artistique de l'Opéra de Dallas. Il collabore régulièrement avec les maisons d'opéra, les orchestres symphoniques et les solistes les plus prestigieux. Depuis l'automne 2015, il dirige l'orchestre de musique de chambre PKF Prague Philharmonia, l'un des meilleurs orchestres tchèques connus et appréciés dans le monde entier. Emmanuel Viaume est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ce podcast s'appelle Dialogue Paris-Prague, mais dans votre cas, il serait plus précis de dire Dialogue Dallas-Paris-Prague ou carrément Dallas-Prague, puisque c'est dans ces deux villes que se passe principalement votre carrière musicale, c'est ça? Oui, enfin mes trois grandes maisons sont Prague, Dallas et Paris. C'est-à-dire que quand j'ai du temps en Europe, entre les concerts, ce qui n'arrive pas très souvent, je suis à Paris, mais je me sens tout de même très, très parisien, je me sens pragois et je me sens un peu texan. Et combien de temps sur une année vous passez à Prague, à peu près? Alors, à peu près, c'est de l'ordre de 3 mois à peu près à Prague, ou en tout cas 3 mois avec l'orchestre, c'est-à-dire ce sont les concerts que nous faisons en République tchèque, dont les concerts de notre saison au Rudolfinum ou parfois au Smetana Hall, plus les concerts au Palais Lobkowicz à Prague, parfois des tournées soit à Prague, soit des tournées internationales, et puis aussi des enregistrements à Prague. Donc je suis très souvent à Prague, effectivement, dans l'année. Avant de parler donc de votre travail avec Prague Philharmonia, pourriez-vous nous dire, si vous vous en souvenez encore, quel était votre premier contact avec la musique tchèque et votre premier séjour en République tchèque? Alors, mon premier séjour en République tchèque s'est effectué, je suis très mauvais avec les dates, mais je crois que c'est dans les années 2000, avec le Prague Philharmonia au Rudolfinum pour un enregistrement pour Deutsche Grammophon avec Anna Netrebko, qui était à l'époque déjà une star qui montait encore plus haut, et c'était un enregistrement très important pour elle, et le contact a été exceptionnel tout de suite avec l'orchestre. On s'est très très bien entendu dès le départ, avec une passion commune pour la musique, les mêmes valeurs artistiques, musicales et peut-être même humaines. Mon contact avec la musique tchèque, ça a été évidemment les symphonies de Dvořák, et puis j'ai pas mal travaillé les opéras de Janáček. Donc c'était déjà ma première bataille avec la langue tchèque, et puis avec ce génie musical très particulier de l'esprit de la musique tchèque. Votre père était architecte, votre mère décoratrice. Comment vous êtes arrivé à la musique? Alors, il y avait dans la famille une ambiance très artistique, mais à la génération de mes parents, pas tellement musicale, alors que mes grands-parents étaient tous musiciens amateurs, mais musiciens. Et quand j'avais 8 ans, ma mère nous a inscrits, moi et ma sœur, à l'audition pour la maîtrise de la cathédrale à Strasbourg. Donc j'ai passé l'audition, ma sœur est restée 15 minutes et moi je suis resté toute ma vie dans la musique. Donc nous chantions les messes et les offices et des concerts pour la cathédrale à Strasbourg, mais le chœur donc de la maîtrise de la cathédrale était aussi le chœur d'enfants de l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Et donc j'ai fait mes premiers pas sur scène, donc à 9 ans, quelque chose comme ça, et c'est là que j'ai compris ma passion pour la musique, mais aussi
pour la musique à travers son pouvoir émotionnel et théâtral. Ça a été ma première entrée vraiment sérieuse dans la musique. Voilà, et puis après j'ai fait le conservatoire à Strasbourg, puis ensuite mes écoles à Paris en même temps. Et comment vous avez commencé avec la direction d'orchestre ? Alors la direction d'orchestre, j'ai eu un parcours un petit peu atypique, mais en fait beaucoup de chefs ont des parcours atypiques. C'est-à-dire que j'ai fait le conservatoire à Strasbourg, j'ai fait les classes de musicologie, donc d'écriture et tout ça, ensuite à Paris. Mais je suis devenu l'assistant d'un chef qui est passé à Strasbourg et qui dirigeait à l'Opéra du Rhin, avec lequel j'ai eu tout de suite un très très bon contact et qui m'a invité à Spoleto. Il était le directeur musical de Spoleto, son nom est Spyros Argyris. Et en fait, j'ai fait toutes mes classes, j'ai appris le métier en étant son assistant à Spoleto. J'ai ensuite été l'assistant de Seiji Ozawa dans le monde entier, à l'Opéra de Paris, et puis aussi au Japon, et puis à Boston. Et c'est en étant assistant qu'on apprend la direction d'orchestre. Donc j'ai appris avec eux, j'ai pris des cours particuliers aussi, mais finalement c'est un peu délicat à expliquer, mais pour un chef, il faut vraiment avoir du temps en répétition avec des professionnels, avec des orchestres professionnels, avec des chanteurs professionnels pour apprendre son métier. Et ça prend une vie d'apprendre son métier, vraiment. Alors on m'a proposé souvent d'enseigner la direction et j'ai jamais vraiment trouvé le temps pour dédier suffisamment d'heures dans une saison dans des conservatoires ou dans des écoles de musique, mais j'aime bien enseigner à mes assistants. Donc je prends des assistants et il y a tout ce rapport, non seulement musical, mais artistique et humain qui est très très important dans l'enseignement de la direction. Donc en 2015, vous avez pris la direction de l'orchestre Prague Philharmonia. Quelle est la spécificité de cet orchestre ? C'est un orchestre dit de chambre. J'aime bien que vous disiez Prague Philharmonia parce que PKF ça marche pour les Tchèques, mais à l'étranger on comprend pas très bien pourquoi Prague Philharmonia. PKF, alors il y a l'idée de musique de chambre, hein, c'est-à-dire alors qu'est-ce que c'est que la musique de chambre ? On peut faire la musique de chambre à deux, on peut en faire aussi à 200 dans un opéra. C'est une manière de s'écouter, c'est une manière de faire ensemble de la musique, c'est-à-dire que tout ne vient pas nécessairement seulement du podium, mais ça vient aussi des musiciens et des musiciens entre eux. C'est une forme de standards musicaux, de principes musicaux qui sont très élevés, virtuoses même, avec un sens de la musique qui va au-delà des notes. Le Prague Philharmonia, notre orchestre, est assez souple, flexible, polyvalent, puisque nous faisons beaucoup d'enregistrements avec des chanteurs, on fait aussi des concerts avec des chanteurs, certains de nos musiciens jouent aussi dans le théâtre national, donc il y a cette polyvalence. Le chœur, c'est effectivement l'orchestre de chambre classique, mais c'est, je pense, pour tout orchestre, le point central, ça doit être la gymnastique musicale qu'il devrait faire régulièrement pour se mettre en forme. Parce qu'on ne peut pas se cacher. Dans une symphonie de Mozart ou de Haydn, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher du point de vue du son, de l'ensemble, de l'intonation et de la tenue générale de la structure de l'œuvre. Avec Prague Philharmonia, vous avez interprété aussi des œuvres de Bohuslav Martinu. Mm-hmm. Est-ce qu'il vous arrive de jouer d'autres compositeurs tchèques et avez-vous des coups de cœur parmi eux ? Alors,
Le coup de cœur, ça a été Martinu pour moi, parce que je ne connaissais pas beaucoup Martinu. Donc Martinu est un compositeur tchèque, mais il est allé à Paris. Il a vécu à Paris. Il était en relation avec Ravel, avec Debussy, avec Roussel, je crois aussi Roparts, tout ce monde-là. Et il a beaucoup profité de cet esprit français. Il y a quelque chose d'une clarté, disons, orchestrale et dans le propos musical qui appartient à la musique française, si on a à la caractériser. Et il y a bien sûr ce lyrisme tchèque qui est très présent dans sa musique. Donc c'était très très intéressant pour moi d'aborder ce répertoire avec le Prague Philharmonia. Comme il était très intéressant pour moi aussi d'aborder les symphonies de Dvorak, par exemple, avec le Prague Philharmonia, quelque chose que j'ai fait un peu plus tard dans mon mandat avec eux, ou dans mes mandats avec eux, et ça a été un très grand plaisir. Quand vous produisez avec cet orchestre tchèque à l'étranger, donc vous qui êtes français, comment construisez-vous la programmation des concerts? Est-ce que c'est une autre approche que quand vous jouez ici, à Prague? Alors, c'est une très bonne question, parce que notre métier, depuis toujours, mais peut-être encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous met dans une case. Donc, orchestre tchèque, on veut de la musique tchèque. Chef français, on veut de la musique française. Ce qui est complètement idiot, parce que je me sens en affinité avec Ravel et Debussy autant qu'avec Strauss et Puccini ou Wagner. Même si, il est vrai, jouer, c'est un peu une manière métaphorique de parler, mais jouer de la musique dans sa langue natale est parfois plus facile, simplement parce que on connaît cette culture mieux que tout autre, et puis il y a un certain rythme du langage, un certain rythme de la pensée qui est parfois un petit peu en résonance avec la structure de la musique elle-même. Alors, pour répondre à votre question, quand on fait des programmes à l'étranger, on utilise mon passeport pour faire de la musique française et on utilise le nom de l'orchestre pour faire de la musique tchèque. Et puis après, on peut tricher un peu. Donc, on sait que Martinu a beaucoup été aux États-Unis, s'est intéressé au jazz, donc ça permet aussi éventuellement de faire autre chose. Mais il est évident que dès qu'on fait une tournée importante, on nous demande soit de la musique française, soit de la musique tchèque. Le répertoire est énorme, donc c'est intéressant à composer. Et c'est aussi intéressant de composer des programmes où on associe les deux, la musique française et la musique tchèque. Quel est votre rapport au grand chef d'orchestre tchèque du XXe siècle, notamment Karel Ančer? Alors Talich, oui, Neumann, Kublik. Ce sont ceux vers lesquels je viens toujours, avec Jiří aussi, Bělohlávek, qui a fait des très très beaux enregistrements. Donc, je suis complètement fasciné par Ančer et Talich. Ça, c'est une passion que j'ai eue un peu avec notre concertmaster, l'un de nos deux concertmasters. Et à chaque fois quand je vais faire une œuvre que je n'ai jamais faite avec eux, je lui dis alors qu'est-ce que t'en penses? Et puis tous les deux on dit non, c'est Talich et Ančer, c'est la référence. Il y a un son tchèque qui vient simplement des écoles, de l'habitude d'une certaine tradition, d'un héritage de l'enseignement. Il y a une liberté par rapport au texte, il y a une forme de narration lyrique très très intense, toujours élégante, qui me touche beaucoup. Donc voilà. Et dans mes partitions d'ailleurs, j'écris très souvent. Justement, je mets
un cas pour Kubelik. J'ai dit là il fait un ritenuto, ou là il le fait legato, ou tel est son métronome à tel. Donc il y a plein de N pour Neumann, il y a plein de K pour Kubelik. Et puis Hansel, alors là je mets AN pour qu'on se trompe pas. Et puis quand je vais à Karajan, je mets un petit J après le K. Voilà, donc je m'y retrouve comme ça dans mes partitions. Mais ce sont effectivement mes références. Alors en même temps, c'est assez intéressant. On a enregistré la 8e, par exemple. Et j'ai remarqué que dans les dernières, peut-être 30 dernières années, ou même un peu plus depuis l'après-guerre, finalement, les interprétations des grandes œuvres du répertoire tchèque étaient très normées. Tout le monde revenait un petit peu au même rubato, au même tempi, etc. Et puis si on regarde les enregistrements, il y a plusieurs enregistrements de Talish ou de Hansel, ils font des choses très différentes de la même œuvre. Et donc j'ai essayé, moi, en abordant ce répertoire, d'être très frais par rapport à tout ça et de sortir un petit peu de ce norme de reproduction. Allez, on a la partition, on va la mettre au micro-ondes, on va la ressortir et on va faire la même chose que tout le monde. Et ça, c'était très intéressant pour moi avec l'orchestre, parce que l'orchestre connaît toutes ces œuvres depuis le berceau. Et moi, j'arrive un petit peu neuf par rapport à ça, en essayant de comprendre le texte, voire un petit peu de lui donner d'autres ombres et d'autres clartés. Ça, c'était un travail très intéressant. Mais encore une fois, finalement, la tradition interprétative du grand répertoire tchèque était beaucoup plus flexible autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui, et je trouve intéressant de revenir vers ces tout premiers Hansel, Talish, et de voir ce que eux faisaient et finalement des libertés qu'ils pouvaient prendre. Tout comme le monde entier, le monde de la musique, le monde de la culture en général, votre orchestre, vous-même, vous étiez touché par la pandémie de Covid. Quelle expérience vous avez tirée de cette période difficile ? Pour nous, musiciens, ça a été terriblement difficile parce que on vit pour ce contact particulier où la respiration des artistes en scène est en accord avec la respiration d'un public. Et cette présence intersubjective, corporelle, pneumatique, respiratoire, spirituelle n'est possible qu'en se partageant les microbes. Comme toutes les autres institutions culturelles, commerciales, quelles qu'elles soient, on a dû répondre à la crise en anticipant certaines révolutions, certains changements qui peut-être auraient dû arriver de toute façon, Covid ou pas Covid. Dans notre cas, c'est tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux, enregistrement, ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire la diffusion en ligne, les vidéos, les captations, etc. Le monde va changer encore plus vite pour les institutions culturelles, en ce sens que l'accès à tout ce qui est digital maintenant est quelque chose d'acquis. Cet orchestre particulièrement, le Prague Philharmonia, a vécu pendant des années, parce qu'on est certes subventionné par le ministère de la Culture, certes par la ville de Prague, mais beaucoup moins que d'autres orchestres pragois, et même tchèques en général. Donc nous sommes une structure plus privée, et pendant des années, l'orchestre a beaucoup dépendu financièrement des tournées et des enregistrements. Aujourd'hui, les enregistrements ne payent plus. Avec 10 €, vous allez sur iTunes, Idagio, Spotify, et puis vous avez accès à tout. Sur ces 10 €, un demi-centime va aux musiciens ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce ne sont plus des modèles économiques qui sont viables. Donc ça nous a demandé, au Prague Philharmonia, de répondre d'une manière plus active et proactive
que d'autres institutions culturelles à la question du mécénat, du financement, de la philanthropie en général. Ce sont des questions que je connais très bien, puisqu'aux États-Unis, c'est le modèle économique. Aux États-Unis, à l'Opéra de Dallas, par exemple, ou quand j'étais au Spoleto USA, à Charleston, la billetterie, le box office, comme on dit, la billetterie représente entre 18 et 25% du budget général. Et le reste, c'est de l'argent qu'il faut trouver auprès des entreprises, auprès de la communauté. Pour les orchestres européens, la billetterie est parfois encore moins, mais ce sont les pouvoirs publics, les institutions, la municipalité, la région, l'État, le ministère de la Culture, qui financent le reste. Ce modèle-là est en train de changer. Les institutions en Europe se désengagent de plus en plus. Nous, on était en avance parce qu'on a une habitude du financement en dehors des institutions, mais malheureusement, ce financement en dehors des institutions n'est plus possible par des projets commerciaux, mais n'est possible que par le mécénat et la philanthropie. Donc on a développé ce volet-là de manière très active. Alors j'ai l'habitude de ça, puisque encore une fois aux États-Unis je fais du fundraising, mais il a fallu changer les mentalités. C'est difficile aussi. Mais pourquoi vous allez demander de l'argent à telle personne, mais pourquoi est-ce qu'elle nous donnerait de l'argent ? Elle nous donnerait de l'argent parce qu'elle pense que ça fait partie, on offre quelque chose à Prague qui est absolument unique, qui est particulier, parce qu'elles ont un rapport fondamental à ce que l'on fait et qu'elles veulent le défendre. Mais ça a été compliqué. Emmanuel Villaume, pour terminer tout doucement cet entretien, si vous devriez choisir un album parmi ceux que vous avez enregistrés avec le Prague Philharmonia, pour le recommander au public français ou francophone, ce serait lequel ? Alors, c'est une question intéressante. Je pense que ce premier album, qui s'appelle d'ailleurs Souvenir en français, que j'ai fait que nous avons fait avec Anna Netrebko et le Prague Philharmonia, pour Deutsche Grammophon, est un très très bel album. Nous avons fait récemment un album avec Benjamin Bernheim, pour Deutsche Grammophon aussi, avec beaucoup d'airs français, qui s'est remarquablement bien passé, qui était très intéressant. Et puis, nous avons enregistré récemment la 8e de Dvorak et une œuvre de Martinu qui s'appelle Toccata ai due canzoni pour piano et orchestre. Et on a produit ça sous notre propre label et c'est un très 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 beau disque. Emmanuel Villaume, merci pour cette interview. Merci beaucoup. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.